Bonjour à toutes et tous. Euh, Pardon, je vais enlever ça. Je suis Alizé Pilot, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Je travaille sur tout ce qui est communication climatique, notamment comment on parle des changements climatiques dans l'espace public comme dans les médias. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la salle pour le premier panel dans le cadre du colloque intitulé Dialogue transnationaux en sciences, pardon. Donc, ce panel ne traite ni plus ni moins probablement du plus grand enjeu du XXIe siècle, on pourrait dire, soit la transition écologique juste. J'aimerais juste rappeler avant de commencer que si vous souhaitez avoir la traduction, on a un panéliste qui est au Brésil et pour les personnes sur le Zoom, ils savent déjà. Il y a des écouteurs qui sont disponibles et pour vous connecter au Zoom, vous avez des papiers un peu partout dans la salle avec des codes QR qui vous permettent de vous connecter au Zoom et vous aurez la traduction quand notre panéliste parlera en portugais. Voilà. Dans le cadre de ce panel sur la transition écologique, je vais juste faire un petit peu une mise en contexte. La crise climatique, les effets se font déjà sentir à la fois au Québec, au Canada, au Brésil, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est une crise qui est symptomatique d'enjeux contemporains plus largement, c'est-à-dire c'est des enjeux qui sont de plus en plus complexes, transversaux, qui ne connaissent pas de frontières et qui demandent une réponse concertée à l'international. Et c'est dans ce cadre-là que la coopération scientifique et diplomatique a son rôle à jouer et devient de plus en plus nécessaire. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 3 panélistes qui ont des parcours à la croisée des affaires internationales et de la science. Ça nous promet des échanges fort enrichissants. Donc sans plus attendre, je vais vous les présenter. Donc à ma gauche, vous avez Johannes Müller-Gomez qui, je vais aussi faire le diapo, qui est postdoctorant à la Maison des affaires publiques et internationales à l'Université de Montréal depuis 2025. Avant ça, il a soutenu sa thèse en 2023 dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université Ludwig Maximilian de Munich et l'Université de Montréal. Il a réalisé aussi un stage postdoctoral à l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill. Ses recherches portent sur la gouvernance multiniveau, le fédéralisme comparé, avec un focus à la fois sur le Canada et l'Union européenne. Et il a enseigné aussi la politique comparée, la politique canadienne, la politique européenne, la politique environnementale dans différentes universités à l'international, notamment ici à Montréal, mais aussi à Cologne ou à Munich, entre autres. Ensuite de ça, on a Jean Lemire, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui également, biologiste de formation, spécialiste des questions environnementales, communicateur scientifique de renom au Québec. Il a été nommé émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le gouvernement du Québec en septembre 2017, devenant ainsi le premier émissaire de l'histoire de la diplomatie québécoise. À ce titre, il développe des partenariats internationaux, représente le gouvernement du Québec auprès de différentes conventions et de forums multilatéraux, tels que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, le Conseil de l'Arctique, l'Alliance Beyond Oil and Gas, le Comité intergouvernemental des négociations sur la pollution plastique, ainsi qu'auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement basé au Kenya. Donc, dans le cadre de ces fonctions, Jean Lemire agit à titre de, à la fois représentant, porte-parole des gouvernements infranationaux auprès de la Convention sur la diversité biologique. Il est également ambassadeur du projet SAGA sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Président du Conseil d'orientation du programme de coopération climatique internationale, le PCCI, et lauréat du prix Action climatique de l'Organisation des Nations Unies. Coordinateur également de l'équipe environnementale internationale du gouvernement du Québec. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Mais voilà, donc vos travaux, à la fois sur les changements climatiques, la biodiversité, ont initié des grandes missions scientifiques. Vos films, vos livres, vos créations ont été récompensés par de nombreux prix à travers toutes ces années. Vous avez aussi reçu plusieurs distinctions, que ce soit au rang d'officier de l'Ordre du Canada et des doctorats honorifiques également dans des universités québécoises.
Et en 2010, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vous a nommé ambassadeur de la vague verte de l'ONU pour la diversité biologique. Et vous êtes également récipiendaire du prix Midori en biodiversité. Quel parcours, hein? Voilà. Et enfin, pour notre dernier panéliste, il est au Brésil actuellement, il s'agit de Pedro Ivo Ferraz da Silva. C'est un diplomate de carrière, coordinateur des affaires scientifiques et technologiques au département climat du ministère des Affaires étrangères du Brésil. Il est également membre du comité exécutif sur la technologie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il est cofondateur, coordinateur de l'école d'innovation et de diplomatie scientifique de Sao Paulo. Et auparavant, il a dirigé le secteur de la science, de la technologie, de l'innovation et de la coopération à l'ambassade du Brésil à Berlin et également à New Delhi dans le cadre du commerce et de l'industrie. Il a travaillé comme chef adjoint de la division de la Société de l'information du ministère des Affaires étrangères, a été le représentant du Brésil auprès de la Commission des Nations Unies pour la science et la technologie. Et avant de rejoindre le ministère brésilien des Affaires étrangères, il a été directeur des services à la clientèle de Comtel Communications à Sao Paulo. Et également, il a travaillé pour Siemens à Munich en Allemagne. Il est diplômé d'un diplôme en génie électrique, ainsi qu'une licence en philosophie et un master de la philosophie en technologie de l'Université de Sao Paulo. Donc, bienvenue, Pedro. Voilà, je vous vois enfin sur le Zoom. Donc, tous les trois, vous représentez chacun une région clé, que ce soit le Brésil, le Québec, Johannes à la fois le Canada, l'Union européenne, c'était spécialité. Deux d'entre vous occupaient des fonctions gouvernementales, Jean et Pedro. Donc tout ça, ça nous promet des échanges forts, riches et stimulants. Et avant de céder la parole à nos panélistes, j'aimerais juste faire quelques points de contexte un peu pour rappeler aux personnes dans la salle, mais également sur le Zoom, qui ne seraient pas nécessairement familières avec la transition écologique, les réalités climatiques des deux pays. Donc on sait qu'au Canada et au Québec, les changements climatiques, en ce moment, se manifestent surtout par notamment des feux de forêt, qui touchaient principalement jusqu'ici l'Ouest canadien, mais on constate que d'autres régions jusque-là épargnées sont de plus en plus touchées, comme le nord du Québec, l'Est du Canada. On fait face également à des inondations de plus en plus intenses. On sait qu'au Québec, on a les crues printanières qui sont vraiment dévastatrices. Et plus généralement, on a également la fonte des glaces qui représente plusieurs enjeux pour les communautés nordiques autochtones par rapport aux pratiques traditionnelles. Mais plus largement, de toute façon, les changements climatiques ont des impacts écologiques, mais également sociaux, économiques, notamment aussi sur la santé. Ça, c'est que quelques exemples parmi d'autres. Le Brésil est également un territoire très grand, qui fait face à différents enjeux climatiques également. On a des sécheresses qui sont prolongées dans le nord-est, comme celle de 2014. On a également le sud et l'Amazonie qui font face à des inondations. Les feux de forêt, encore une fois en Amazonie, mais dans d'autres parties du Brésil, qui sont aussi dramatiques. Et on sait que la forêt amazonienne joue un rôle clé dans la régulation du climat à l'international. Donc voilà, donc c'est un peu pour mettre la table. On sait que le Brésil, le Canada, le Québec ont la volonté d'être carboneutres d'ici 2050. Pour ce faire, il y a différents chemins pour y parvenir, mais on sait que au Québec, on est souvent perçu comme innovateur, notamment avec la mise en place du marché du carbone en 2013 avec la Californie, qui est considéré comme un modèle à travers le monde. Et le Québec s'est aussi doté d'instances scientifiques pour les changements climatiques, que ce soit le consortium Uranus ou plus récemment le comité sur les changements climatiques qui a été initié en 2021. Au Brésil également, peut-être on a eu une petite période de recul avec l'ancien gouvernement, mais la gouvernance Lula, le mandat se veut de réitérer les coopérations multilatérales, que ce soit des coopérations nord-sud ou sud-sud dans le cadre des changements climatiques. Il possède également de nombreuses instances scientifiques, que ce soit le Forum brésilien ou le Conseil national de l'environnement, ce genre de choses.
Donc, ce sont tous deux des territoires qui sont assez avant-gardistes. Et j'ai oublié que dans le cadre du Canada, plus largement, on a également l'Institut canadien du climat. Donc voilà, donc c'est juste un peu pour vous mettre la table pour ce panel. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Johannes, si tu le veux bien. J'espère que le micro marche. Puis là, on va changer aussi les diapositives, s'il vous plaît. Ça marche. Ok, parfait. On te donne la parole pour 20 minutes pour nous expliquer en quoi la diplomatie scientifique peut aider à favoriser la transition écologique juste. Bon, excellent, merci. Je ne suis pas sûr que j'aurai une réponse à ta question, mais bon, merci beaucoup pour la belle introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Comme Alicia a mentionné, je suis postdoctorant à la Maison de politique publique internationale de l'UDM. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce que je viens de dire, la crise climatique qu'on vit déjà, les changements climatiques qui sont réels, et plus particulièrement le rôle du fédéralisme. Comment est-ce que le fait que le Canada, l'Allemagne, l'Autriche, le Brésil sont des systèmes fédéraux, comment est-ce que ça affecte leur capacité de réagir à cette crise, de gérer cette crise et de coopérer avec d'autres États à gérer cette crise ensemble. J'aimerais bien commencer avec un exemple que toi, tu viens déjà de mentionner, le Québec. Un exemple que je mentionne souvent dans mes cours, c'est le suivant. Vous vous rappelez peut-être, je vais vous rappeler de la conférence de Paris 2015, quand les États des Nations Unies ont conclu l'accord de Paris, qui est maintenant le cadre principal pour réduire nos émissions. Au Canada, Justin Trudeau venait juste de gagner les élections. Ça faisait un mois à peu près qu'il était Premier ministre du Canada. Puis en décembre 2015, il est allé à Paris pour négocier l'accord de Paris. En arrivant à Paris, littéralement, il a déclaré « Canada is back », le Canada est de retour, en soulignant que l'ancien gouvernement de M. Harper était peu, disons, zéro ambitieux concernant la politique climatique. Sous Harper, le Canada avait quitté le protocole de Kyoto. Et Trudeau, en arrivant à Paris, a promis le Canada est de retour, on est de retour sur la scène internationale, on veut travailler avec vous pour gérer ensemble la crise climatique. Presque littéralement, dans la salle à côté, on avait le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, c'est moi, j'ai vu ça, pardon, qui a dit, on vient d'entendre M. Trudeau qui disait « Le Canada est de retour, mais moi, je vous dis, le Québec est toujours là. » En soulignant, le Québec, aussi pendant le gouvernement de M. Harper, restait engagé, restait actif. Alicia vient de mentionner le marché du carbone que le Québec a établi avec la Californie il y a à peu près 10 ans, 12 ans. Nous, le Québec, comme province, n'importe quel gouvernement fédéral est au pouvoir, nous, on continue à être engagés. On continue à s'engager à gérer la crise climatique, à adopter des politiques climatiques ambitieuses. Je trouve un bel exemple pour montrer à quel point les provinces, les gouvernements fédérés, on voit des dynamiques semblables aux États-Unis avec la Californie, l'État de New York, peuvent s'engager même si le gouvernement fédéral n'a pas de volonté de prendre au sérieux la crise climatique. Donc, ce que moi, j'aimerais bien faire dans les prochaines 15-20 minutes, vous parler un peu en général du rôle que le gouvernement fédéré peut avoir dans la politique climatique, dans quelle mesure les gouvernements fédérés, comme le gouvernement du Québec, peuvent contribuer à une politique climatique efficace et aussi dans quelle mesure ils peuvent empêcher les autres acteurs à gérer la crise climatique d'une façon fructueuse. Deuxièmement, j'aimerais bien me concentrer davantage sur la résistance, de quelle mesure les gouvernements peuvent empêcher le gouvernement fédéral notamment, ou d'autres provinces, d'autres gouvernements fédérés à mettre en œuvre des politiques climatiques efficaces. Et puis, d'un côté plus positif, j'aimerais aussi parler un peu des instruments qu'on peut adopter pour motiver, pour encourager les gouvernements qui ne veulent pas s'engager. Là, en parlant du Canada, je veux notamment parler de l'Alberta, qui n'a pas montré beaucoup d'ambition les dernières années. Et vous parlez un peu des instruments que M. Trudeau a essayé d'appliquer pour motiver les provinces qui sont, disons, hésitants concernant une politique climatique efficace. Et puis, je vais finir avec quelques notes positives sur les contributions positives
qu'on a pu observer les dernières années au niveau fédéré et des contributions positives que les provinces ont faites pour contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris et à la réduction des émissions canadiennes. En général, j'aime bien distinguer entre trois dimensions via lesquelles les gouvernements fédérés, comme le gouvernement du Québec, le gouvernement d'autres provinces, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis, comment les gouvernements fédérés peuvent soit s'opposer à une politique climatique qui nous aide à réduire la crise climatique, ou comment ils peuvent s'opposer activement, comment ils peuvent empêcher la mise en œuvre d'une politique climatique efficace. Premièrement, ce qu'ils peuvent faire, réagir aux politiques du gouvernement fédéral. La plupart des États, c'est le gouvernement fédéral qui a fait une promesse à l'international. Nous, le Canada, on va mettre en œuvre l'accord de Paris et on va réduire nos émissions. Puis, les gouvernements fédérés, comme les gouvernements provinciaux, peuvent réagir aux politiques proposées par le gouvernement fédéral. Soit ils soutiennent les politiques proposées par le gouvernement fédéral, soit ils s'opposent. Ça peut être s'opposer juste en faisant une critique publique. Ce qu'on a vu au Canada, les provinces sont allées en cours. Ils ont contesté des projets de loi fédérales à la Cour suprême en montrant activement leur opposition à des lois proposées au niveau fédéral pour contribuer à la gestion de la crise climatique. Deuxièmement, les gouvernements fédérés au Brésil, aux États-Unis, au Canada peuvent s'engager dans les formats intergouvernementaux. Au Canada, le format le plus important, c'est la réunion des premiers ministres, donc la réunion du premier ministre fédéral avec les 10 provinces et les gouvernements des territoires. Dans ce format, le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a essayé de négocier un accord pan-canadien pour trouver une façon de coopérer avec les provinces, pour mettre en œuvre l'accord de Paris, pour atteindre les objectifs climatiques du Canada ensemble avec les provinces. Là, les provinces avaient le choix de contribuer de façon fructueuse à une négociation, de s'engager dans les négociations avec le premier ministre fédéral et les premiers ministres d'autres gouvernements provinciaux et de s'engager à coopérer pour réussir à mettre en œuvre l'accord de Paris et atteindre les buts canadiens. Quelques provinces ont décidé de s'abstenir, de ne pas signer l'accord pan-canadien ou même activement lutter contre cet accord et les buts déclarés au sein des négociations intergouvernementales. Troisième dimension, via laquelle les gouvernements fédérés, comme le gouvernement du Québec, peuvent s'engager, c'est leur propre politique. Les politiques, notamment les provinces canadiennes, ont plein de compétences qui concernent le changement climatique. Donc, les provinces ont le pouvoir, l'autonomie d'adopter des lois pour réduire les émissions ou pour faire le contraire. On a vu plein de provinces qui ont adopté des lois ambitieuses pour contribuer à la réduction des émissions canadiennes. Encore, Alicia a déjà mentionné le marché du carbone du Québec. La Colombie-Britannique est la première province qui a adopté une taxe carbone. Contraire, on a d'autres provinces aussi qui font le contraire, qui adoptent ça. Aucune politique climatique efficace ou même abolissent ou retirent des lois adoptées par des anciens gouvernements. C'est quelque chose qu'on a vu par exemple en Ontario ou en Alberta. Quand Doug Ford est arrivé au pouvoir en Ontario ou M. Kenney en Alberta, ils ont aboli des lois que leurs prédécesseurs avaient déjà adoptées. Donc, ils ont réduit le catalogue des lois climatiques existantes. M. Trudeau, quand il est retourné de Paris fin 2015, évidemment, il était conscient de l'importance des provinces, l'importance que le gouvernement provincial joue dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, ce qu'il a fait, il a initié une réunion, un dialogue avec les provinces pour négocier un accord pan-canadien, pour mettre l'accord de Paris en œuvre avec les provinces, ce qui a mené mars 2016 à la déclaration de Vancouver, où la plupart des provinces se sont engagées à coopérer avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Quelques
quelques mois déjà plus tard et dans les années suivantes, on a pu observer de mois en mois d'enthousiasme du côté des provinces. De plus en plus de provinces ont pris leur distance, se sont retirées des coopérations avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre l'accord de Paris, ou ont même pris un rôle de résistante active contre l'accord de Paris et la politique climatique du gouvernement fédéral. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration du rôle ou de la position prise du gouvernement fédéré dans l'Union européenne, le Canada et l'Australie. Là, je vais me concentrer sur le Canada, qui est dans la deuxième section. Si vous voyez en rouge, tous les gouvernements qui, entre 2015 et 2021, se sont activement opposés à la mise en œuvre de l'accord de Paris au Canada, notamment les gouvernements de M. Wall, M. Moe et M. Kenney en Alberta et en Saskatchewan, et envers les gouvernements provinciaux qui ont activement soutenu, qui ont contribué à la mise en œuvre de l'accord de Paris au Canada. Donc, ça inclut coopération avec le gouvernement fédéral, coopération avec d'autres provinces, adopter des politiques provinciales ambitieuses qui contribuent à la réduction des émissions. Ici, on a comme les exemples les plus importants, Madame Wayne de l'Ontario et partiellement aussi M. Quillard, qui est M. du Québec, et M. Horgan de la Colombie-Britannique, qui ont activement contribué à la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses au Canada et qui ont activement encouragé les autres provinces à y contribuer et à coopérer avec le gouvernement fédéral. Mais vous voyez que le Canada est comme assez divisé. Une bonne partie du gouvernement qui voulait activement contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris, une autre partie qui s'est activement opposée, qui a activement résisté à la mise en œuvre des politiques climatiques au Canada. Rappelez peut-être ce cover qui est quand même attiré beaucoup d'attention de Make Cleans, avec une photo des leaders conservateurs du Canada qui ont formé une vraie alliance de résistance, notamment contre la taxe carbone de M. Trudeau, mais en général contre une politique climatique trop ambitieuse. Donc, vous voyez ici, de gauche à droite, M. Ford, qui est toujours Premier ministre de l'Ontario, Pallister, l'ancien Premier ministre de la Manitoba, Andrew Scheer, qui était chef du Parti conservateur du Canada, Jason Kenney de l'Alberta, et Scott Moe, l'ancien Premier ministre de la Saskatchewan, qui ont activement utilisé tous les mécanismes que j'ai mentionnés tantôt pour résister à une politique climatique ambitieuse au Canada. Donc, ici, quelques exemples des 3 dimensions que j'ai mentionnées tantôt. Ils ont réagi de façon très forte, très négative aux politiques proposées par le gouvernement fédéral, notamment la taxe carbone. J'ai déjà mentionné qu'ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour contester juridiquement la taxe carbone. Deuxièmement, ils n'ont pas pas assumé des rôles fructueux dans les négociations intergouvernementales. Ils sont retirés du cadre PAC canadien qui était négocié entre les provinces et le gouvernement fédéral. Ils ont refusé de s'engager aux objectifs canadiens. Et dernièrement, ils ont refusé d'adopter des politiques climatiques efficaces dans leur province ou ont même aboli des lois qui étaient déjà en vigueur. Un exemple, une anecdote comme exemple, à gauche, vous rappelez peut-être M. Ford en Ontario, comme réaction à la taxe carbone fédérale. Elle a collé des étiquettes, des autocollants partout dans les stations de service d'essence avec l'information avec l'information que chaque augmentation du prix de l'essence au Canada est un résultat de la politique de M. Trudeau. Ce qui fait partie de sa stratégie de contester ouvertement et de critiquer ouvertement la politique climatique du gouvernement fédéral et la mise en œuvre de l'accord de Paris au Canada. Je ne vais pas aller en détail ici. On peut garder ça pour la discussion après. Mais ce que moi, je trouve personnellement très intéressant de tout ça, c'est comprendre le pourquoi. Quelles sont les explications, quelles sont les causes du comportement des provinces au Canada, mais aussi d'autres gouvernements fédérés partout au monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer leur opposition, leur résistance ou leur soutien à une politique climatique ambitieuse, efficace?
Et je pense que ça, c'est une contribution très importante qu'on peut faire. Comme moi, je suis politologue, que nous, comme politologue, on peut faire à la politique, aux gens qui en pratique sont en charge de proposer, de développer des lois et de les mettre en œuvre. Pourquoi certains acteurs dans le système fédéral s'opposent à une politique dont on a besoin, à une politique qui est nécessaire pour réduire les effets de la crise climatique. Je pense qu'il me reste encore quelques minutes. D'un côté positif, on sait qu'il y a des provinces, des États fédérés. Chaque fédération va trouver des États qui ne vont pas partager notre conviction qu'il faut réagir à la crise climatique, qu'il faut adopter des politiques climatiques ambitieuses. Heureusement, on sait qu'il y a aussi des moyens avec lesquels on peut essayer de convaincre, d'encourager les provinces les gouvernements fédérés à faire plus. Quelques exemples. Un instrument potentiel, c'est la pression publique. C'est quelque chose que Justin Trudeau a beaucoup fait, notamment avec l'Alberta. Mettre clair en public à quel point l'Alberta a tort avec sa position concernant le changement climatique. Deuxième chose, une position d'une politique fédérale. Ça dépend évidemment de la constitution du pays. Donc, quelques États systèmes fédéraux, c'est assez facile pour le gouvernement fédéral d'imposer certaines politiques. Au Canada, un exemple, c'est la taxe carbone. M. Trudeau a décidé d'imposer la taxe carbone à toutes les provinces, même les provinces qui n'étaient pas d'accord avec sa politique, son approche, qui ne voulaient pas avoir une taxe carbone. Troisième option qu'un gouvernement fédéral a, dans les situations où les gouvernements fédérés ne veulent pas s'engager, des instruments via lesquels il peut créer avec lesquels il peut inciter les provinces du gouvernement fédéré, notamment l'argent. Si tu contribues à la mise en œuvre de l'accord de Paris au Canada, je te donne l'argent. C'est ce que le gouvernement fédéral a fait. Il a créé des fonds pour soutenir les politiques climatiques, des mesures climatiques dans les provinces, pour donner un incentive aux provinces de contribuer au programme pan-canadien pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Quatrième option, c'est la négociation des deals. Trouver une façon de convaincre des provinces, du gouvernement qui ne partagent pas la conviction du besoin de politique climatique ambitieuse, de leur offrir quelque chose en retour. L'exemple le plus controversé qu'on a vu au Canada, c'est la pipeline Trans Mountain. L'Alberta qui était assez hésitant concernant son engagement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais en général une politique climatique ambitieuse au Canada. Ça faisait des années que l'Alberta voulait construire une nouvelle pipeline entre l'Alberta et la Colombie-Britannique pour pouvoir exporter son pétrole via l'Asie. Le gouvernement de Rachel Notley en Alberta avait déjà adopté un Climate Leadership Plan. En revanche, pour qu'elle mette en œuvre ce plan en Alberta, le gouvernement de M. Trudeau a offert d'acheter le pipeline pour garantir la construction du pipeline. En revanche, l'Alberta a promis de mettre en œuvre son plan climatique. C'est quand même contradictoire. Le gouvernement fédéral a acheté un pipeline pour transporter le pétrole et en revanche, l'Alberta a promis de mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse. Mais finalement, c'est le deal et comme ça, M. Trudeau a réussi à avoir l'Alberta dans l'équipe des provinces qui se sont engagées à mettre en œuvre l'accord de Paris. 2 ans plus tard, une cour canadienne a suspendu la construction de pipeline, notamment parce que le gouvernement fédéral n'avait pas respecté son obligation de consulter les peuples autochtones qui sont affectés par la construction du pipeline. Le même jour, l'Alberta a décidé de quitter le programme pan-canadien pour mettre en œuvre l'accord de Paris. En annonçant si on n'a pas notre pipeline, on ne va pas contribuer à la mise en œuvre de l'accord de Paris au Canada. Donc, ça peut fonctionner.
la négociation des deals entre le gouvernement fédéral et les provinces ou du gouvernement fédéré pour les encourager à mettre en œuvre des politiques climatiques. Mais une fois le deal est plus respecté, n'importe qui est coupable, ça peut rapidement causer que les gouvernements fédérés qui font partie du deal se retirent, ce qu'on a vu en Alberta. Rachel Notley, qui était quand même une première ministre du NPD, qui avait une agenda assez verte pour un gouvernement albertien, même elle ne pouvait pas ignorer le fait que l'Alberta dépend de façon assez importante de l'industrie pétrolière. Plus de choix. Il a dû se retirer une fois il n'y avait plus de garantie que le pipeline allait être construit. 2 minutes? Super, parfait. Pour conclure et pour revenir à mon exemple de Toronto et pour finir avec une note positive, je venais de parler des exemples plutôt négatifs des provinces, des gouvernements fédérés qui s'opposent à une politique climatique ambitieuse, mais il y a des exemples aussi positifs. Il y a aussi des exemples des provinces, gouvernements fédérés aux États-Unis, pas notamment du New York ou de la Californie, qui s'engagent activement dans la mise en œuvre d'une politique climatique ambitieuse. Et le Québec se présente régulièrement comme la province verte qui s'engage depuis toujours pour l'environnement et contre le changement climatique. Et première contribution positive que le gouvernement fédéré, les provinces canadiennes peuvent faire, ce que j'ai mentionné tantôt brièvement avec l'exemple du Québec et M. Harper. Pendant les périodes où le gouvernement fédéral n'a pas d'ambition, pas l'intention de mettre en œuvre une politique climatique efficace, les provinces, les gouvernements fédérés ont la capacité généralement de compenser le manque de volonté au niveau fédéral. On a vu ça au Canada pendant le mandat de Stephen Harper. Ça sera la tâche à Pedro peut-être à nous parler plus. Je ne connais pas assez le Brésil, mais au Brésil, Alizé Jean Bolsonaro qui était le contraire de climate friendly. Donc là aussi, je me souviens que la constitution brésilienne aussi, les États brésiliens ont une certaine marge de manœuvre pour compenser le manque de volonté au niveau fédéral. Et c'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis pendant le premier mandat de Trump, que des provinces progressistes comme la Californie et le New York aient encore davantage renforcé leur engagement pour compenser le manque de volonté au niveau fédéral par l'administration de M. Trump. D'autres mécanismes via lesquels les gouvernements fédérés peuvent contribuer de façon efficace de soutenir les politiques fédérales. On a vu ça au Canada. Mme Wayne en Ontario ou M. Horgan en Colombie-Britannique ont activement soutenu, appuyé la politique de M. Trudeau et la taxe sur le carbone. Et dernièrement, les provinces, les gouvernements fédérés peuvent s'encourager l'un à l'autre pour se mettre la pression l'un à l'autre. Après tout, une fédération fonctionne un peu comme une expérience. Les provinces, les gouvernements fédérés peuvent adopter des lois et puis on peut comparer les effets, on peut comparer les résultats pour apprendre l'un de l'autre. Ce qu'on a vu un peu aussi entre la Colombie-Britannique et le Québec, la Colombie-Britannique avec sa taxe carbone, le Québec avec ce marché du carbone. C'est une belle expérience à observer pour voir comment ça affecte les consommateurs, l'industrie, mais aussi l'opinion politique. Bon, pour conclure, j'ai fini. Première chose que j'aimerais bien qu'on retienne, c'est n'oublions pas les gouvernements fédérés. Ils jouent vraiment un rôle important, sont des acteurs pertinents dans la lutte contre le changement climatique. Les gouvernements fédérés peuvent avoir des effets positifs, ils peuvent contribuer activement à une politique climatique efficace, mais ils peuvent aussi faire le contraire. Avec leur autonomie, leurs compétences, ils peuvent aussi empêcher une politique climatique efficace. Ce que nous, on peut contribuer, je pense, moi là, je parle de mon département de sciences politiques, notre maison politique publique et affaires internationales, on peut aider à mieux comprendre les chances et les risques qu'il y a dans un système fédéral concernant la crise climatique. Dans quelle mesure un système fédéral peut être un avantage pour gérer bien la crise climatique, à quel point c'est aussi un risque, identifier et savoir et comprendre et expliquer les raisons pour lesquelles les provinces s'opposent ou contribuent activement, pour aussi
pouvoir développer des politiques spécifiques qui nous aident à encourager les acteurs résidents, comme les provinces, par exemple, qui ne veulent pas s'engager. Comment est-ce qu'on peut développer ce qui est basse, comment est-ce qu'on peut développer vraiment des politiques visées qui nous aident finalement à gérer la crise climatique. Ben, merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas respecté les 20 minutes. Non, on est bon. Merci beaucoup pour j'ai hâte du débat et de vos questions. Merci pour cette présentation, Johannes. Je pense que tu as bien mis la table pour expliquer le contexte canadien et tout ce qui se passe au niveau du fédéralisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec les présentations, puis à la toute fin, on ouvrira la discussion pour les questions du public. Donc, je vais passer la parole à Jean Lemire, qui, lui, va nous parler du cas d'une province qui, pour le coup, est réactive, le Québec. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Ça montre bien que la diplomatie scientifique doit aussi jouer avec le politique. C'est un peu mon rôle à l'international de représenter les États fédérés, les villes, dans un groupe majeur qu'on appelle Local and Subnational Governments, et donc on participe aux négociations. Bon, vous voyez la couleur de mes cheveux, ça fait longtemps que je suis en poste. Il y a Michel Audet qui a été un partenaire à l'international aussi. Le rôle qu'on essaie d'apporter beaucoup, c'est justement la reconnaissance des compétences des gouvernements infranationaux. C'est quelque chose de très, très important parce que, par exemple, en climat, le fédéral peut arriver avec une cible, mais la mise en œuvre, les compétences, les lois sont au niveau provincial dans notre cas. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec la Californie. Ben, la Californie a un niveau d'ambition qui est vraiment différent du gouvernement fédéral et encore plus ces temps-ci, disons. Je vais vous faire un petit cours 101 climat. Là, on va aller très vite là-dessus. Évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé des différentes présentations, c'est de voir le rôle de la science. Et quand vous êtes dans une négociation à l'ONU, dites-vous bien que c'est les scientifiques qui ont levé le drapeau rouge sur une situation. Les recommandations des scientifiques sont ensuite amenées à la table de négociation et les négociateurs, pour la plupart des avocats et non pas des scientifiques, vont ensuite essayer de se battre pour les intérêts de leur pays, tout en tenant compte, évidemment, au point de départ de la proposition des scientifiques. Pour le gros problème qu'on retrouve à l'ONU, c'est qu'on est dans un concept de décision par consensus. Alors, ça ne prend pas beaucoup de monde pour qu'on n'avance pas. C'est pour ça que c'est très, très long. On a mis 4 ans à réussir la COP 15 à Montréal en passant des nuits et des nuits pour arriver avec quelques objectifs là, qui tiennent à peu près sur 2-3 pages. C'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec les virgules, on travaille beaucoup avec les mots. Je vais vous donner juste un exemple très, très vite. J'étais à Paris en 2015 et l'accord a failli vraiment prendre le bord à la dernière minute et c'était le problème entre un mot, hein, entre un coude et un châle. Et c'était dramatique parce que l'équipe d'Obama savait très, très bien que si on utilisait un des mots qui amenait une obligation légale, Obama devait passer devant le Congrès. Le Congrès était à majorité républicain et donc on n'aurait jamais eu d'accord de Paris. Ça vous montre les détails dans les mots comme là c'est un châle ou un choude. C'était vraiment, ce sont des détails, mais c'est très, très important, évidemment. Alors, comment ça fonctionne en ce moment à l'ONU suite à l'échec de Kyoto qui avait des obligations pour les pays, des obligations légales,
Ça n'a pas fonctionné. Le Canada a abrogé sa loi sur le climat. Et en faisant cela, ils se sont retirés de Kyoto en se disant qu'ils n'avaient pas à payer les pénalités qui montaient quand même à 14 milliards de dollars pour ne pas avoir respecté ses engagements climatiques. Alors, le Canada a protesté en disant, nous avons abrogé notre propre loi et donc nous ne sommes pas responsables des pénalités qui venaient avec le protocole de Kyoto. Bush a fait la même chose, il s'est retiré. Bref, le protocole de Kyoto, qui avait des obligations légales, a vraiment a pas eu force de loi puisqu'il n'y avait pas d'autorité vraiment pour faire appliquer ses propres lois. Et donc, après ça, toutes les autres obligations des pays sont devenues non contraignantes légalement. Si vous allez sur le site de l'ONU et que vous allez voir l'accord de Paris, ça va être écrit que c'est un accord juridiquement contraignant, sauf qu'il n'y a pas de... Dans les définitions, c'est vraiment pas ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où les engagements des pays, puisqu'ils sont basés sur le moyen et long terme, n'auront pas beaucoup d'efficacité sur les politiciens qui vont prendre ces décisions-là. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez dire, moi, je ne suis pas les objectifs internationaux, et vous passez pour un espèce de paria parce que vous bloquez à ce moment-là toutes les négociations, ou bien vous faites le contraire et vous vous donnez des objectifs extrêmement élevés pour passer pour un sauveur de la planète, mais vous n'aurez pas de conséquences parce que de toute façon, vous ne serez plus là probablement quand va venir l'heure des bilans et on en reparlera, mais quand on dit tous qu'on va être carboneutre pour 2050, je peux déjà vous dire que tous ceux qui ont pris cet engagement-là ne seront pas là en 2050, ça c'est certain. Et donc, ça amène vraiment des conditions où, si on repart avec les conditions, avec le drapeau rouge des scientifiques au point de départ, quand la politique arrive dans ce processus de négociation, on met de l'eau dans le vin pour arriver à un consensus. Et donc, la conclusion finale du texte va être tellement diluée par rapport à ce que les scientifiques ont dit au point de départ que vous allez lire dans les journaux c'est curieux, ça va beaucoup plus vite que ce que les scientifiques ont dit. C'est pas, si on avait suivi ce que les scientifiques ont dit au point de départ, on ne pourrait pas dire que les scientifiques se sont trompés sur les pronostics. Donc, ce mélange entre les politiques et la science amène un processus décisionnel qui aujourd'hui est vraiment extrêmement complexe. Il y a plusieurs gens qui parlent de réforme de l'ONU pour essayer de faire avancer ça. On est en pleine négociation en ce moment pour un nouveau traité international pour la pollution par le plastique. On a soulevé dès le départ qu'on voulait une convention aux 2/3 des votes. Ça a été une levée de bouclier et je peux vous garantir qu'on ne l'obtiendra pas. D'ailleurs, on s'en va de négocier la dernière phase au mois d'août à Genève, dans un contexte tout à fait nouveau où un décret ministériel au sud d'ici a été signé en disant Plastic is back. Alors, on est dans ce contexte-là. Il y aura des vents contraires, c'est bien sûr. Évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé là, de tout ce que la science dit. Dites-vous que j'aimerais souligner quelque chose parce que pour des scientifiques ici et pour de la diplomatie scientifique, j'aimerais qu'on se questionne sur les objectifs que l'on prend. Parce que nous, vraiment dans les chambres de négociation, entre scientifiques, parce qu'il en reste un petit peu quand même, là, on se questionne. Est-ce qu'on prend des objectifs qui sont irréalisables en se disant que ça va donner plus d'ambition, sachant qu'on ne les atteindra pas, ou bien
on donne des objectifs qui sont plus réalistes. Et je n'ai pas de réponse pour vous. En fait, je n'ai une. Moi, je pense qu'on devrait arrêter de présenter des échecs au public parce que les objectifs que l'on fixe sont irréalisables. C'est mon point de vue personnel, mais je vous pose cette question-là, puis on pourra revenir là-dessus. Exemple, réussir à atteindre l'augmentation de degré de 1,5, vous pouvez oublier ça. C'est sûr. C'est ce qu'on a eu l'an passé. Évidemment, ça va prendre, dans les statistiques, ça prend plusieurs années, mais réussir à maintenir le réchauffement de la planète à 1,5, je ne vois vraiment pas comment on peut y arriver. Impossible. Et ça, c'est ce qu'on discutait en 2015. L'objectif au point de départ était de 2 degrés. Canada is back. Canada est arrivé à l'ONU comme des vraiment là, standing ovation. C'était fantastique à voir. Je me souviens de Catherine McKenna qui rentrait dans une salle de négo. C'était vraiment là, formidable. Et c'est le Canada avec les États insulaires qui ont réussi à faire passer le 2 degrés à 1,5 parce qu'on avait beaucoup, beaucoup d'ambition. Est-ce que l'objectif en 2015 du 1,5 était réaliste? Je ne pense pas. Si on regarde un petit peu aussi, parce que je veux absolument qu'on fasse attention à tout ce qui est moyenne. On entend souvent parler, on est sur une direction de 2, 3 degrés. Attention, ce sont des moyennes globales, mondiales. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est un tableau de Ouranos, d'ailleurs, ce consortium scientifique formidable qui prend tous ces rapports du GIEC et qui les adapte vraiment à notre climat ici. Bon, évidemment, il y avait une variabilité qu'on appelle naturelle du climat. Si ça avait continué comme ça, on aurait été correct. Il y a eu l'émergence du signal qui est arrivé. Oups, il se passe quelque chose. Et puis là, on s'est mis à étudier davantage, évidemment, tout ce qui était changement climatique. En 2021, on était déjà à 1,1. Si ça continue comme ça, on devrait d'ici 20 ans avoir atteint le 1,5. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la variabilité du climat, ça ne c'est pas instantané. Évidemment, tout ce qui est stocké dans l'atmosphère va être là pour les 20 prochaines années. Les décisions que l'on prend aujourd'hui n'auront pas d'effet avant 2040. Et donc, on travaille pour les générations futures. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais penser qu'on va réussir à changer les courbes climatiques dans un court laps de temps, ce n'est pas réaliste. Donc, l'importance, évidemment, de continuer à diminuer ces gaz à effet de serre, mais également y aller avec des mesures d'adaptation, c'est très, très important. Je vous passe ça. Pour revenir vraiment, vraiment à cette notion de neutralité climatique 2050. Pourquoi je vous amène ça? Parce qu'on est en train de développer une nouvelle économie mondiale basée beaucoup sur cette neutralité carbone pour 2050 qui, moi, me fait très peur parce qu'on ouvre la porte à une grande opération d'éco-blanchiment parce que tout ce qui est nature va avoir une valeur en raison de ce que la nature est capable de capter. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on arrête de polluer, ça veut simplement dire que ce que l'on émet versus ce que l'on capte, c'est une balance à zéro. Et donc, la nature est en train de devenir la monnaie d'échange pour ceux qui vont pouvoir se l'offrir pour ne pas diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, mais avoir quand même un bilan carboneutre à zéro. Et ça, il y a vraiment, là, si vous regardez, c'est probablement le sujet qui se développe
le plus rapidement en ce moment comment est-ce qu'on va donner une valeur à la nature pour pouvoir compenser nos émissions. Et plus on va se projeter dans ce mécanisme, plus évidemment la demande va être forte et plus restaurer, par exemple, un milieu humide qui a été endommagé va amener plus de crédit carbone et va devenir très, très payant. Cette compagnie, par exemple, qui va investir dans la restauration, en fait, va produire des crédits carbone et ces crédits carbone vont pouvoir être rachetés par les compagnies polluantes qui n'auront pas à baisser leurs émissions de GES. Donc, à suivre, ça se développe à vitesse grand V un petit peu partout. Je veux revenir sur la diplomatie parce que le Québec, on est privilégié. On a 35 représentations dans 19 pays. Bon, évidemment, ils ne sont pas tous spécialisés en environnement. C'est beaucoup pour l'économie, mais c'est vraiment un réseau formidable qui est basé sur la doctrine Gérin-Lajoie. Et donc, ça reprend un peu ce que vous disiez. Si c'est de compétences chez nous, ben c'est de compétences partout. Donc, si on est responsable, par exemple, de l'environnement chez nous, au Québec, ben, on signe, on s'engage dans l'accord de Paris, par exemple, à respecter l'accord de Paris. Et donc, on peut aller à l'international pour vraiment représenter le Québec comme un pays. Et donc, fait partie de beaucoup d'organisations, beaucoup d'événements, mais beaucoup d'initiatives faites avec nos différents partenaires. Je pense à la Californie avec qui on travaille, avec Washington, l'État de New York, mais aussi la Catalogne. Je pense à Kyoto au Japon. Donc, ce sont beaucoup de partenaires qui ont une voix maintenant à l'ONU. Il y a 6 groupes majeurs qui ont droit de parole à l'ONU. Nous, qu'on appelle les Local and Subnational Governments, il y a les Autochtones, bien sûr, les femmes, les jeunes, business et Science and Academia. Donc, vous avez une voix également dans un groupe majeur à l'ONU et c'est très, très important de se faire entendre. La société civile également joue un rôle extrêmement important en mettant de la pression sur les obligations que les pays ont prises dans le cadre des différentes conventions. Si on pense au climat, par exemple, c'est les cibles et ces obligations qui sont des obligations morales et non pas juridiques comme on avait dans Kyoto vont être en fonction de la pression beaucoup de la société civile. Évidemment, on a beaucoup d'exemples en climat. Par exemple, le rôle que joue le Québec, un peu comme un pays, on donne beaucoup d'argent. On a créé nos propres programmes d'adaptation en changement climatique, ce qu'on appelle la coopération climatique internationale. On est rendu à plus de 100 millions. Même chose en biodiversité, beaucoup d'implications, d'argent depuis quelques mois. On a réussi à avoir un nouveau siège au GEF, Global Environmental Facilities. C'est tout ce qui s'occupe de la coopération internationale au niveau de l'ONU en biodiversité et en climat. Maintenant, on a une voie vraiment où on va être en mesure d'orienter les fonds que l'on donne aux différents pays. Donc, on est vraiment dans un rôle d'influence, de diplomatie d'influence et à l'ONU. Et compte tenu, je dirais, du contexte actuel, vous savez que si je passe aux douanes avec une photo comme ça, je reste aux douanes, là, ça ne marchera pas. Mais bref, compte tenu du contexte actuel, cette voie-là, elle devient de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'opportunités également, puisque, exemple, on va signer à Belém, à la COP 30, un MOU, comment on appelle ça en français? Un
C'est ça, je disais. Donc, on va signer un MOU avec l'UNEP. Donc l'UNEP, c'est l'ONU au niveau des programmes environnementaux, parce qu'ils réalisent qu'il y aura paralysie probablement, compte tenu de la règle du consensus dans nos négociations. On s'entend bien que les États-Unis, même s'ils se sont retirés de l'accord de Paris, vont être autour de la table, puisque quand tu envoies la lettre, ça prend 1 an avant que ce soit effectif. Et donc, euh, il n'y aura pas beaucoup d'ambition. Euh, donc, c'est les États qui, eux, souvent, comme le Québec, ont les compétences et la juridiction qui vient avec, qui peuvent garder en fait tous les acquis et faire avancer, encore une fois, euh, les causes comme le climat puis la biodiversité. Ça a tout le temps marché avant, là, il ne veut plus. Ouais, c'est ça, c'est la photo qui porte malchance. Est-ce qu'on peut l'avancer manuellement? Tant bien, OK. Voilà. Beaucoup de menaces à cette diplomatie scientifique. On le voit, ingérence dans les contenus universitaires. On a des projets de recherche avec des universités ici. Je pense à un projet où on était Canada, Mexique, États-Unis. Et pour la publication du rapport, ils ont reçu la liste des mots qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser dans le rapport, dont justice climatique. Et le Canada s'est retiré de ce consortium parce que c'est complètement inacceptable. Donc, censure au niveau des contenus. Moi, je l'ai déjà vécu à l'époque de Bush, où on travaillait beaucoup en Antarctique, et les scientifiques qui étudiaient les impacts des changements climatiques sur les manchots trouvaient des façons fort originales de parler de changement climatique sans jamais utiliser le mot. Mais à un moment donné, il y a vraiment une limite. Euh, bon, on le voit, on est sous menace directe. Et quand il y a des guerres commerciales, quand l'économie ne va pas bien, je peux vous le dire par expérience, l'environnement est mis de côté. On l'a vu un petit peu dans la dernière campagne électorale ici. L'environnement, on en parle quand on a assez d'argent dans les poches pour envoyer le petit change aux scientifiques qui l'étudient. Bon, ça, c'est très personnel comme commentaire. Ce n'est pas le gouvernement qui vient de dire ça, là, oubliez ça. Euh, Évidemment, cette règle du consensus, qui, selon moi, doit être révisée, on ne peut, parce qu'en ce moment, on est paralysé. Puis, pour nos amis du Brésil, vous jouez un rôle extraordinaire dans les négociations. Souvent, parce qu'on le voit à l'ONU, il y a comme une division. Maintenant, il y a avec le BRICS, c'est vraiment une autre force qui s'est développée à l'ONU, qui est très puissante. Et le Brésil, je vais le dire, sous Lula, joue un rôle souvent de facilitateur pour qu'on puisse avancer. Alors, bravo pour ça. Sous Lula, sous le président précédent, c'était vraiment autre chose. Comme je le disais, il y a beaucoup d'opportunités pour les États fédérés parce que les portes s'ouvrent compte tenu des blocages au niveau des pays. Moi, je pense que c'est le temps en ce moment d'investir dans les universités. C'est vraiment le temps. Il y a des chercheurs de haut niveau qui sont disponibles et qui ont envie de continuer à travailler dans leur domaine. Je pense au changement climatique, je pense à la biodiversité. Donc, il y a vraiment une opportunité pour les universités et j'espère qu'on va les supporter financièrement pour qu'ils puissent investir dans ces chercheurs qui sont là. Mais
plus rien ne sera comme avant, même si on retourne, même s'il y a des élections de mi-mandat, même si dans 4 ans, il y a vraiment quelque chose de brisé en ce moment et il va falloir réagir avec une solidarité entre les pays qui veulent avancer, les pays et les États fédérés qui veulent avancer, parce que au niveau climatique, ça va être extrêmement difficile. On se dirige en ce moment vers à peu près 3 degrés d'augmentation. Doublez-le pour le Québec. Évidemment, je fais une règle assez simple. Là. Vous doublez pour le Québec et vous triplez pour l'Arctique. En gros, c'est ça. Donc, 3, ça veut dire 6 degrés d'augmentation pour le Québec. 6 degrés. 9 pour l'Arctique. Alors, tout l'effet d'albédo en haut, tout l'effet miroir de cette grande surface blanche qui va disparaître de plus en plus, qui va capter évidemment beaucoup plus d'énergie. S'il fait 35 degrés dehors, vous ne mettrez pas votre gros chandail noir pour aller prendre une marche. Hein? Vous risquez d'y aller avec une chemise blanche. C'est le même principe. Tout ce qui est foncé va absorber cette énergie et là, on rentre dans un cercle vicieux. 6 degrés pour le Québec, c'est énorme. C'est énorme. Alors, faites attention aux moyennes. Essayez de continuer à mettre de la pression sur vos gouvernements parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'on n'abandonne pas dans cette période où il y aura beaucoup de vent contraire. Merci Jean pour cette présentation sur le Québec. Sans plus tarder, on va se diriger vers le Brésil. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre vos écouteurs pour avoir la traduction instantanée pour les propos de Pedro. J'en profite aussi pour dire que le Brésil... il y a des écouteurs aussi disponibles dans la salle si vous en avez besoin. J'en profite aussi pour dire que la COP climat revient au Brésil, mais il ne faudrait pas oublier non plus que c'est au Brésil, en 92, qu'on a signé les premières conventions cadres à la fois pour la biodiversité et pour le climat. Donc bon, on verra si cette fois-ci l'optimisme sera là ou pas. Donc Pedro, je ne sais pas si vous pouvez prendre contrôle des diapositives ou si c'est ici l'équipe qui pourra le faire pour vous. Boa tarde, obrigado. Eu acho que é a equipe que vai fazer a mudança dos slides. Eu queria, então, começar agradecendo o convite. Pode voltar para a primeiro slide, por favor. Eu queria agradecer deixa eu só selecionar aqui o idioma. Legal. Queria agradecer o convite, dizer que é uma satisfação participar do colóquio e saudar, além de você, Alizé, saudar o Johannes e o Jean pelas apresentações que eu achei também muito pertinente. E um rápido comentário: aqui no Brasil, o federalismo também é uma força importante e que se mostrou muito útil, principalmente durante a pandemia, né, da Covid-19, em que a gente viu que atores subnacionais tomaram a dianteira no que diz respeito à aquisição de vacinas, mas também no estabelecimento de cooperação científica entre institutos de pesquisa, né, na área de saúde, tanto no Brasil e internacional. Então, o federalismo, de fato, tem um papel fundamental também no enfrentamento das grandes crises, né? Eu vou transcender um pouco o tema aqui do painel e para além da questão científica e para a questão tecnológica, né?
e porque esse, de certa forma, será um tema que terá uma grande prioridade durante a COP30 em Belém, em que há o nosso espírito, né, a nossa visão é de que a gente parta da negociação para a implementação, né? Então, a mobilização dos meios de implementação é um tema fundamental, né? E a gente quer que a tecnologia, soluções tecnológicas, tenham um papel fundamental nesse processo. Eu vou falar um pouco aqui sobre o percurso, como o tema da tecnologia tratado no âmbito do regime internacional de mudança do clima e como ele evoluiu de um conceito muito limitado na questão da transferência de tecnologia para uma questão um pouco mais ampla dentro do conceito de cooperação tecnológica, né? Então, e esse é um processo que ainda está em andamento, mas que é fundamental dada os diferentes desafios associados à mudança do clima. Então, pode passar para o próximo slide. A Alizé, deixa eu ver se eu posso controlar. Não, eu não consigo controlar. Então, teria que alguém... Isso, obrigado. A Alizé falou muito bem, né, da Rio 92, e que foi adotada a Convenção Quadro de Mudança do Clima, além de outras duas convenções, né, sobre o combate à desertificação e a questão da diversidade biológica, né, são as três as chamadas Convenções do Rio de Janeiro. Mas eu queria aqui, digamos assim, né, a Rio 92, a gente pode dizer que foi o marco inaugural oficial do regime internacional de mudança do clima, e que teve, enfim, consagrou vários temas, né? Mas um princípio que eu gostaria de ressaltar, e daí pode passar para o próximo slide, por favor, é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Esse princípio pautou, né? Foi basilar no âmbito da Convenção Quadro e que diz respeito justamente ao fato de que, sim, estamos todos no mesmo barco, estamos todos desafiando o mesmo, né? Ou combatendo o mesmo desafio, porém, uns, por questões históricas, por ter se beneficiado ao longo do tempo da economia de carbono, têm mais responsabilidades do que outros países no combate à mudança do clima, mas considerando que todos devemos realmente enfrentar esse desafio. Então, esse princípio, ele pautou o regime internacional de mudança do clima. E ele foi também ressaltado depois por outros conceitos econômicos e por outras teorias econômicas. Pode passar para o próximo slide, por favor. Entre elas, o que a gente chama, né, que pode ser expressa na curva ambiental de Kuznets, né, que diz respeito ao seguinte: a interpretação ou a ideia que se faz, não, que essa curva expressa, é de que países que estão num degrau inferior na escada de desenvolvimento, né, países de renda média baixa ou renda baixa, eles se desenvolvem gerando um passivo ambiental, gerando poluição, gerando, né, enfim, gases de efeito estufa, pautado ainda no fato de que a economia de carbono ainda é prevalecente, né? Só a partir de um certo momento, né, na sua escalada do desenvolvimento, é que esses países poderão reunir as capacidades financeiras, as capacidades tecnológicas e as capacidades de implementar políticas públicas. Só a partir desse momento é que os países poderão se desenvolver, reduzindo o seu passivo ambiental, né? Então, esse tipo de entendimento do desenvolvimento, né, econômico pautou também muito, e tem pautado ainda muito, as negociações do clima. Eu acho que um dos grandes pontos-chave para a gente enfrentar de maneira decisiva a questão da mudança do clima é a gente
contradizer esse princípio, essa ideia. Quer dizer, a gente tentar descobrir, identificar meios que permitam que os países de menor desenvolvimento relativo possam, de uma maneira sustentável, garantir o seu desenvolvimento e avançar na sua escalada rumo a uma economia com renda de renda média ou de renda alta, né? Pode passar para o próximo. Então, enfim, com base nesses parâmetros, né, ou nesses princípios, é que foi adotada a Convenção Quadro de Mudança do Clima, em 92, que consagrou cinco pilares e depois um pilar adicional foi incorporado, né, ao longo das conferências das partes, né? Então, esses pilares podem ser divididos basicamente em duas categorias, né? Um como objetivos, né? Então, temos o objetivo da mitigação, que é a redução de gases de efeito estufa, o objetivo da adaptação, né? Quer dizer, considerando que o aquecimento global é uma realidade, como garantir que os países se adaptem a essa nova realidade, e o terceiro, digamos assim, pilar que se consagrou depois com o tempo é de que, dado que o aquecimento global é uma realidade que contribui para frequência maior de eventos extremos, temos que ajudar os países também a se recuperar das perdas e danos causados pela mudança do clima, né? Então, esse é o pilar, digamos assim, dos objetivos da Convenção. E a outra categoria, que é dos meios de implementação, que a gente quer dar uma especial ênfase, né, na COP30 em Belém, que são as finanças, obviamente, a capacitação, quando a gente diz aqui capacitação, tanto de pessoas, mas também de instituições, né, e a tecnologia, que tradicionalmente é colocada como desenvolvimento e transferência de tecnologia, né? Esse tem sido sempre, historicamente, a forma como a questão tecnológica é tratada, embora que, tradicionalmente, no início, por conta dessa pauta mais voltada na questão da divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a questão da transferência de tecnologia, ela tem, quer dizer, tradicionalmente, historicamente, ela imperou nas discussões da mudança do clima, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Transferência internacional de tecnologia é um conceito muito amplo. Eu coloquei essa tabela aqui, mas, enfim, a ideia não é passar por todos esses itens, mas é propositalmente para mostrar, primeiro, que é um conceito muito amplo, mas que, historicamente, tem sido um conceito muito limitado à questão de que nós temos, de um lado, um país doador e, de um lado, um país que recebe a tecnologia, né? Uma relação quase estática entre esses dois polos, né? E pautado, sobretudo, por interesses de governo e interesses comerciais, né? Então, tradicionalmente, essas diferentes formas de transferência de tecnologia que são colocadas aqui, enfim, aquisições de empresas, investimento estrangeiro direto, joint ventures, contratos de licenciamento, né? Transferência de patentes, importação, né, de bens de capital, tudo isso, assim, tem, enfim, são as diferentes modalidades, mas de uma transferência de tecnologia muito conceituada nessas duas questões. Primeiro, a questão do país doador e receptor, e o fato de que se limita a agentes, sobretudo governamentais e empresas, né? O que a gente tem visto é que há uma tendência a gente superar essa limitação. E aqui, pode passar para o próximo slide, por favor. Essa superação tem sido, enfim, foi resultado, obviamente, do avanço de alguns conceitos, né? Um conceito que tem contribuído muito para o avanço do entendimento da questão tecnológica é o conceito de regimes sociotecnológicos, né? O entendimento de que as tecnologias, elas surgem, elas se desenvolvem e elas afetam a sociedade, e não dependem unicamente de quem produz essas tecnologias, mas de
de todo um regime sociotecnológico que envolve os usuários dessas tecnologias, as redes de pesquisa associadas a essas tecnologias, as autoridades públicas, né, que impõem regulações, os supridores, né, de matérias-primas e de outros elementos, e também toda a rede de finanças, quer dizer, essas tecnologias para serem desenvolvidas precisam, né, de financiamento. Então, a gente tem aqui um quadro cada vez mais diverso no entendimento do que como as tecnologias surgem e como as tecnologias afetam a sociedade. Pode passar para o próximo slide, por favor. E outra questão que também tem contribuído para a evolução um pouco dessa ideia, né, de transferência internacional de tecnologia entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, é o fato de que se vislumbra com uma transição energética a possibilidade de que países em desenvolvimento possam adquirir liderança tecnológica em algumas áreas, né? Um dos conceitos que mostram isso é o conceito de janelas verdes de oportunidade, né? Que indicam que numa transição tecnológica, como as barreiras de entrada são mais reduzidas, um exemplo é o fato de haver menos patentes, por exemplo, né? E haver mais um conhecimento acadêmico que prevalece, ou seja, um conhecimento de fácil acesso, existe uma oportunidade de países adquirirem liderança tecnológica, né? E o fato também de que países tradicionais podem serem vítimas do que a gente chama de armadilhas, né? Ou do que a gente chama de aprisionamento tecnológico, ou seja, eles estão, como estão, acostumados, voltados a paradigmas tecnológicos anteriores, eles têm dificuldade de passar para um novo paradigma. Então, então abrem-se janelas para que países em desenvolvimento possam se aproximar dos países tradicionalmente líderes e possam, eventualmente, até superar esses países, né? Um caso claro é o da China, né? Que aproveitou essa janela de oportunidade para uma transição para carros elétricos e conseguiu uma liderança tecnológica na área. Então, esse também, digamos assim, é um conceito, um fenômeno que também tem contribuído para o questionamento desse paradigma tradicional da transferência internacional de tecnologia. Pode passar para o próximo slide, por favor? Essa, digamos assim, essa mudança, né, de entendimento sobre a questão tecnológica tem influenciado os novos mecanismos que estão sendo criados, instrumentos que estão sendo criados no âmbito da Convenção da Mudança do Clima, né? Em 2009, por decisão das partes, né, foi criado o mecanismo de tecnologia dentro da Convenção do Clima, que composto por duas partes essenciais. Por um lado, um comitê executivo de tecnologia, que digamos assim, o braço político, né, do mecanismo, que tem como função aconselhar as partes e analisar tendências tecnológicas, né, que possam ajudar no enfrentamento da mudança do clima, e tem um braço de implementação, que é o Climate Technology Center Network, o CTCN, que tem buscado, justamente usando de um conceito mais amplo de cooperação, envolvendo atores de uma rede que é mantida por esse centro, buscado, por um lado, garantir que tecnologias são levadas a países em desenvolvimento, mas também garantir e reforçar que os sistemas nacionais de inovação desses países possam ser reforçados, né, e possam ser aprimorados, que entra justamente na questão de que temos que, por um lado, transferir tecnologia, mas temos que fortalecer os países em desenvolvimento para que sejam capazes de desenvolver as suas próprias tecnologias climáticas também. Então, esse novo paradigma se vê refletido no mecanismo de tecnologia criado no âmbito da Convenção. Pode passar para o próximo slide. Esse, digamos assim, é o espírito que molda, né, o mecanismo de tecnologia. Na prática, o mecanismo de tecnologia ele ainda não avançou o suficiente.
Hoje existe um processo muito bem estabelecido dentro do mecanismo de Technology Need Assessment, né? Ou seja, a avaliação de necessidades tecnológicas que ajudam os países a identificar quais são as tecnologias que eles precisam desenvolver ou precisam ser adquiridas, né? Esse é um processo que já existe, mais de 100 países em desenvolvimento já têm um Technology Needs Assessment na área climática. A questão é que ainda não se passou, não há um processo estruturado dentro do mecanismo para implementar essas tecnologias, efetivamente trazer essas tecnologias para esses países, né? Então, esse é algo que é o grande tema da negociação de tecnologia no clima atualmente, né? O mandato nosso para Belém discutir um programa de implementação tecnológica que, enfim, vá dar capacidades, né, concretas e meios para o mecanismo de tecnologia implementar as tecnologias, auxiliar os países em desenvolvimento a implementar suas tecnologias para enfrentamento da mudança do clima. Pode passar para o próximo slide. Esse espírito, esse novo paradigma, ele também se viu refletido no Acordo de Paris, né? Eu não vou ler todo o texto que está aqui, mas eu vou só ressaltar que no artigo 10, né, no parágrafo 2, a gente vê um chamado muito claro para reforçar a cooperação no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia, né, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Pode passar para o próximo slide. E ainda no artigo 10, no parágrafo 5º, há um chamado, de novo, para que se apoie arranjos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento, né? E especificamente nos estágios iniciais do ciclo tecnológico, ou seja, quando a tecnologia ainda está pouco madura e que pode ser, então, aproveitada pelos países em desenvolvimento para adaptar ou até aprimorar essas tecnologias para os seus contextos nacionais, né? Então, aqui há uma clara mudança em relação à Convenção Quadro, no que diz respeito a um apoio maior, uma valorização maior à cooperação no âmbito do desenvolvimento tecnológico, e o fato de que os países em desenvolvimento também são atores relevantes no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, né? Pode passar para a próxima slide, eu já estou finalizando. Eu quero trazer aqui, só para concluir, 2 exemplos que estão fora, né, da Convenção do Clima, mas que mostram muito bem como a questão da cooperação tecnológica pode, de fato, ter resultados concretos, né? Um deles é esse Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional, né, que é uma instituição que tem já décadas, né, de atuação, e que é uma parceria global de organizações, né, que estão envolvidas em pesquisa agrícola, né, para o desenvolvimento, né, e com vários objetivos de reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar e também tornar a agricultura mais resiliente à mudança do clima, né? É uma organização muito interessante porque ela atua em rede, ela é uma rede de 13 centros, né, de pesquisa internacionais, principalmente localizados em países em desenvolvimento, que esses centros regionais, eles atuam em cooperação com instituições de pesquisa e também governos das suas respectivas regiões. Então, são sempre projetos que são pautados na cooperação e que sempre traz uma relevância muito grande à realidade local, né? E é interessante porque é uma rede que desenvolve novas tecnologias, por exemplo, desenvolve espécies, né, mais resilientes ao clima, por exemplo, né, e que tem apoiado a segurança, o combate, né, quer dizer, o apoio à segurança alimentar, à resiliência climática em vários países, principalmente na África, no sul asiático e na América Central, né? Então, aqui um exemplo de como a cooperação tecnológica, né, voltada a países em desenvolvimento pode dar certo e
tem exemplos aí concretos de bons resultados. Próximo slide, por favor. Uma outra instituição que tem crescido em relevância é uma instituição que foi criada mais recentemente, em 2017, que é o Banco de Tecnologia das Nações Unidas para países de menor desenvolvimento, né? Menor desenvolvimento relativo, os LDCs, né? E é justamente uma instituição que foi criada para criar capacidades científicas e tecnológicas nos países de menor desenvolvimento. Então, é uma instituição que enfrenta diretamente ou busca, né, alcançar o objetivo 17, né, dos ODS, principalmente a meta 8, que diz respeito à questão de reforçar, né, as capacidades científicas, tecnológicas e inovação. Um dos projetos que tem essa instituição tem buscado apoiar é criar em países, e agora está sendo implementado um piloto no Níger, né, são laboratórios de desenvolvimento tecnológico em instituições de pesquisa e assim capacitar jovens, né, ao empreendedorismo, né, a criar startups que possam trazer inovações que sejam relevantes para a sua realidade. Então, um outro exemplo de como a capacitação de países em desenvolvimento, a capacitação científica e tecnológica é fundamental para enfrentamento do mudança do clima e que também, de certa forma, supera essa tradicional paradigma, né, de que países em desenvolvimento são meros receptores de tecnologia. Temos também que desenvolver tecnologias e também ser capazes de prover soluções para as outras partes do planeta. Com isso, pode passar para o próximo slide. Concluo aqui a minha apresentação e agradeço e fico à disposição para perguntas. Merci Pedro, obrigado. On a à peu près une dizaine de minutes pour poser des questions. Je vais prendre en priorité les questions du public. Si vous avez besoin un peu plus de temps, je vais me faire un plaisir aussi de vous en poser. Mais je pense que nos trois panélistes nous ont donné une bonne idée du contexte climatique dans lequel on se trouve, le contexte que les scientifiques et les diplomates doivent naviguer tous les deux, et aussi sur le terrain, comment ça se passe au niveau pratico-pratique. Donc, merci à vous trois pour votre participation. Je vois des questions déjà dans l'audience. Je peux y aller? Oui, on va prendre la question de Madame Geneviève. D'accord, merci beaucoup. J'ai eu la chance de participer une fois à une rencontre préalable à la rencontre sur les plastiques qui avait lieu à Ottawa il y a peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et j'ai rencontré là un professeur de l'Université d'Oxford qui me disait « c'est assez inouï parce que les gens qui sont autour de la table sont d'abord et avant tout des gens, des bureaucrates qui ne connaissent pas nécessairement la science. Et une des choses qui, moi, m'effraie en particulier, est surtout les microplastiques, alors que ces gens-là connaissaient peut-être plus les macroplastiques. Donc, quand on leur parlait de la taille en nanomètres, ça leur passait par-dessus la tête. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, puis lui, il me disait que ça faisait longtemps qu'il faisait du lobby pour tenter d'avoir des scientifiques autour de la table. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que les scientifiques, effectivement, soient autour de la table et puissent éduquer jusqu'à un certain point les gens qui sont sur le point de légiférer ou de trouver des façons d'adresser le problème? C'est une bonne question. En fait, la problématique dans le dossier plastique, c'est qu'il n'y a pas de traité international encore parce que les structures, entre autres, de consultation scientifique
s'installe une fois que le traité est signé. Je sais que ça peut paraître drôle, là, mais tout ce qui est substrat, par exemple, ce qu'on entend parler en biodiversité, donc toute la structure, tout ce qui est GIEC en climat et baisse en biodiversité, c'est des mandats qui sont donnés quand la convention est signée. Je sais, ça devrait être à l'envers, là, je comprends très bien. Mais et dans la problématique avec le plastique, c'est que ou bien on n'aura pas d'entente, ou bien elle va être peu ambitieuse. Parce qu'en ce moment, il y a des pays qui sont des producteurs de plastique et qui ne veulent absolument pas. Parce que le gros point, là, parce que tout le monde s'entend sur une chose. En ce moment, on recycle à peu près 9% du plastique dans le monde. 9, c'est pas beaucoup, là. Tout le monde s'entend pour qu'on augmente ça. Ça, on va avoir un consensus là-dessus. Puis là, ensuite, ça va être une question de chiffre, de cible, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une diminution de la production du plastique. Parce qu'à un moment donné, alors que les pays, il y a beaucoup de pays, eux, leur objectif, c'est de tripler la production de plastique. Et on comprend pourquoi. Parce que le plastique, c'est le pétrole. Dans les projections pour les producteurs de pétrole, il y a nécessairement une baisse parce que les transports vont être plus électriques, etc., etc. Et donc, cette baisse-là, elle doit être compensée par quoi? Par une augmentation de la production du plastique. Il y a zéro science là-dedans. Il y a zéro science. Et quand on leur dit qu'à peu près 0,5% de leur cerveau est fait qu'il y a du plastique maintenant dans toutes les parties du corps, des négociateurs, ça arrive avec un mandat. Vous avez votre lettre de mandat et ça, c'est là où vous pouvez aller le plus loin. Ça ne bougera pas. Vous n'irez jamais plus loin que ça tant que les ministres n'arriveront pas. Donc, vous avez toujours dans les COP un high-level segment où là, les ministres arrivent. Puis là, c'est, entre vous et moi, là, c'est donne-moi ci, je vais te donner ça. Mais encore une fois, on n'est pas dans le... C'est pas des conseillers scientifiques là, qui sont avec les ministres puis qui vont leur dire... alors, c'est ça la réalité. Juste en sous-question, combien de gens dans la salle savaient que les microplastiques proviennent du lavage de vos vêtements? OK, je ne vois pas de main, moi. 2, 3, 2 derrière. 4, 5. Mais c'est peu connu. Oui. Et c'est le plus grand pollueur au niveau des microplastiques. On en retrouve en Arctique, dans des régions où il y a zéro humain, là, hein, zéro humain. On a retrouvé au Labrador des bouteilles qui provenaient de l'Australie, des bouteilles qui provenaient, ben c'est ça, ça tourne, hein? Des bouteilles qui provenaient aussi de l'Europe. Alors, c'est fou, là, les plages partout, pas nécessairement les plages où on se baigne, sont pleines. La première image qu'on a eue quand on est revenu de l'Antarctique après 430 jours en isolation complète, on naviguait enfin vers le chemin du retour et on a vu un sac de plastique. C'était tellement symbolique. Bon, je suis en train de personnaliser le débat, là. J'arrête. Merci beaucoup pour les 3 exposés. Je trouve ça. Et puis, à l'heure où on se parle, là, à l'amphithéâtre du rez-de-chaussée, il y a une conférence sur comment protéger et préserver la biodiversité avec d'éminents professeurs de la Faculté des Arts et des Sciences, dont le doyen vient d'arriver. Mais quel staging, c'est fabuleux. Salut. Moi, j'ai été fascinée par le moment, Monsieur Lemire, où vous avez parlé de la pédagogie. Vous avez dit, je vous cite approximativement, il faudrait arrêter de présenter des échecs au public. Donc, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis le début de la conférence, là, la dimension pédagogique et le rôle des universitaires dans cette capacité de s'adresser à des publics qui sont à la fois concernés, on vient de donner un exemple très concret, qui en même temps restent très éloignés des sujets. Donc,
moi, c'est un paradoxe sur lequel j'ai évidemment aucune réponse, mais j'aimerais vous entendre parce que j'ai eu l'impression que vous vous limitiez à cette phrase un peu provocante qui, moi, m'a interpellée et qui m'a d'autant plus interpellée que j'ai la chance d'être directrice d'accompagner le parcours d'une étudiante qui fait sa thèse sur une comparaison des répertoires d'actions militantes Québec, Belgique, donc dans des espaces francophones, dans des mouvements qui sont engagés pour la lutte pour la justice climatique. Et donc, moi, je la suis en temps réel. Elle a fait une immersion c'est une approche ethnographique, donc elle a fait une immersion dans les mouvements militants, y compris dans des mouvements plutôt clandestins. Et puis, eux, j'ai l'impression qu'ils sont aussi très, très proches de ce que vous décrivez comme répertoire de connaissances très, très fines des enjeux, avec une capacité presque pédagogique à laquelle ils ont renoncé, parce qu'en fait, ils comprennent que c'est comme s'ils avaient compris qu'expliquer ne sert à rien et que le seul moyen d'attirer l'attention du public, que ce soit un public concerné ou que ce soit celui des directions d'université, par exemple, c'est d'être dans une voie un peu radicale de militantisme. Radical n'étant pas significatif de rupture. Radical, c'est juste une montée en intensité pour attirer une attention. Donc moi, j'aimerais vous entendre sur notre capacité comme institution, comme établissement d'enseignement, à s'engager dans ces pédagogies-là sans que ça soit perçu comme un truc qui sert à rien, le pansement sur la jambe de bois, et qu'on parvienne à... moi, je le sais parce que je discute avec des collègues. On a quelqu'un de brillantissime, Monsieur Sauvé, le professeur Sauvé, qui travaille sur le PFAS, par exemple, et qui m'a éclairé intellectuellement sur comment comprendre le changement des comportements animaux, le changement de l'eau, comment faire attention à la pollution quotidienne. Donc, comment est-ce qu'on peut être meilleur là-dedans et quel est notre rôle? Comment on peut y arriver? Votre rôle, il est essentiel. Vous êtes... moi, dans mon dernier livre, j'ai mis 2 niveaux d'espoir qui me restent après 25 ans sur le terrain à regarder tout ça. C'est les jeunes, parce que je pense que là, il y a une force formidable qui est en train de s'élever à leur façon, avec leurs erreurs, et ils auront là leur cheminement, mais surtout l'éducation. L'éducation est vraiment au cœur des changements. Je vais vous donner juste un exemple. Nous, on pousse sur les gouvernements pour qu'ils soient ambitieux. Là. On est jeunes, on pousse, on aimerait que les cibles soient plus élevées, etc. Dans beaucoup de pays scandinaves, c'est vraiment la population qui demande plus, qui est prête à vivre plus de sacrifices, etc. Et je leur ai demandé à un moment donné comment ça se fait que vous autres, vous êtes un peu contraire aux autres, et c'est beaucoup le niveau d'éducation. Donc, vous êtes au cœur des changements sociétaux qui s'en viennent. Selon moi, il faut changer l'axe de communication parce que moi, j'ai commencé à la fin des années 90 à parler des changements climatiques. Je me suis fait traiter de tous les noms parce qu'on ne nous croyait pas. Mais on a monté en même temps la montagne tellement haute à gravir qu'il y a beaucoup de gens du public maintenant qui disent moi, c'est pas moi qui va changer ça. Mon implication ne donne pas grand-chose, etc. Et c'est là que vous avez un rôle à jouer. Moi, je pense que personnellement, moi, il faut qu'on change cette ligne de communication, cette façon de penser. Je pense qu'il faut ramener les gens beaucoup plus près de la nature, arriver avec des mots qui sont beaucoup plus simples souvent, et ça, je sais que quand je dis ça, les scientifiques n'aiment pas ça, là, mais être capable de vulgariser le savoir et la science pour être capable de la communiquer. Pourquoi je parle de la nature? Parce que quand on lutte contre les changements climatiques, on lutte contre quelque chose. Il y a un aspect un peu négatif là-dedans. C'est une lutte contre quelque chose. La nature, on aime tous la nature. Et normalement, on veut protéger ce que l'on aime. Donc, dans la nature, moi, je vois une nouvelle ligne de communication et on le sait, la nature est la meilleure solution pour à peu près
35 à 40 des problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Nous, si on s'identifiait davantage à la nature, sans même le savoir, on lutterait contre les changements climatiques. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la ligne de communication à développer qui doit être amélioré, selon moi, qui doit être vulgarisé. Il faut être capable de vulgariser cette science pour être capable de mieux la communiquer parce qu'il n'y aura pas de grande victoire en environnement s'il n'y a pas un engagement social. Et dans ce sens-là, ce que les jeunes sont en train de faire, c'est qu'ils sont un peu tannés de taper sur le même clou et ils vont aller dans le plus radical et ça, encore une fois, là, avec toutes les nuances. Et c'est un mouvement qu'on voit un petit peu partout, d'ailleurs, parce qu'ils veulent essayer de réveiller. Parce que quand on est un peu conscient des chiffres que je vous ai montrés, on voit bien qu'il faut que ce soit la priorité des priorités, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on est devant une situation où il faut vraiment que les sociétés embarquent. Et avec les vents contraires qu'on a là, c'est sûr qu'il va y avoir deux choses. Ou bien on va ralentir tout le processus, ou bien j'étais à Londres la semaine dernière, puis je fais vite, là, sur le sommet de l'énergie de l'Agence internationale de l'énergie. Le représentant de très haut niveau de l'administration Trump est arrivé, puis il lisait son texte, puis il ne bougeait pas d'une ligne, là, d'un mot. Là. Il n'y avait pas de place à l'improvisation. Puis tout ce qui était norme ESG, c'était de la foutaise. Carboneutralité, c'était de la foutaise. Climat, on le savait. Il a même réussi, c'était assez spectaculaire, à nous faire sentir, il voulait nous faire sentir coupables parce que comme avec toutes ces règles-là, l'énergie fossile n'était pas facilement accessible à plein de gens. Donc, la pauvreté qu'on voyait dans le monde, c'était beaucoup relié à ces règles qu'on a mis de ESG, etc., qui ont enlevé une accessibilité aux énergies fossiles. Il fallait le faire quand même. Là. Mais devant cette position américaine qui était très ferme, il y avait 60 pays à cette réunion-là. Il y a eu une espèce de solidarité qui s'est faite. Ils ont été complètement isolés et les gens sont arrivés avec plus d'ambition. Donc, la COP 30 va nous montrer exactement quelle va être la réponse internationale. Et la COP 30 a compris une chose, il va y avoir une maison de la biodiversité et ils vont parler beaucoup de biodiversité parce que climat et biodiversité, ça va ensemble. Mm-hmm. Merci. J'aimerais juste m'assurer qu'on n'a pas de questions sur le Zoom. Parce que moi, je n'y ai pas accès, non? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. On a le temps pour une. Voilà. Merci. Merci. Moi, je voulais m'adresser à mon compatriote au Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu compatriota que está no Brasil, o doutor Pedro Ivo, e gostaria também de deixar uma pergunta rápida. Je voulais aussi vous poser une petite question, Joanne, petite question, d'accord? Rapidement, parce que nous avons par la suite, ça continue avec une causerie avec notre doyen qui est là déjà. Et puis, ça va encore être très intéressant. Pedro Ivo, on a un petit souci avec l'audio. Ça va pas être... Pour le français, c'est bon. Du côté de Pedro, je ne suis pas sûre. Je peux parler en português, não? Il entend, c'est tout bon. On est tout bon, merci. Pedro, o presidente Lula chegou faz não muito tempo de volta e o Lula ele decidiu trazer de volta a política. E essa política se reflete na maneira como ele concebe as relações entre as pessoas que têm poder e a população que não tem poder. E dentro de algum tempo vai acontecer no Pará, em Belém, esse encontro entre as nações em torno do meio ambiente. Do teu ponto de vista, houve alguma mudança e você vê, de alguma forma, alguma perspectiva de avanço
no Brasil em relação à América Latina, no tocante às políticas climáticas? Essa é a minha questão para o Pedro Ivo. Compreendeu? Compreendi, sim. Obrigado. Joanne, maintenant, je voulais t'adresser à toi rapidement. Ton travail est magnifique, merci, au propos du fédéralisme canadien. Il nous a montré des points difficiles de réaction et puis d'opposition à cette tentative de réduire, par exemple, l'ampleur du danger climatique au Canada et puis cette incapacité de cheminer ensemble, n'est-ce pas? Grosso modo, c'est cela. Or, récemment, un leader politique ici au Québec a fait une sortie quand même forte en parlant du Canada comme pays et sa capacité de réussir à être uni avec l'intérêt commun aussi. Quelle est ta position par rapport à cela? Où en sommes-nous par rapport à cette perspective de finalement s'en sortir avec cette opposition à des mesures qui va nous aider dans le climat et cette position qui essaie toujours de garantir une, je dirais, résistance. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on va donner la parole à Pedro dans un premier temps pour la première question, puis ensuite, Johannes, tu pourras répondre. Pedro, c'est à vous. Ok, obrigado pela pergunta. A política tem vários níveis, né? E, de fato, eu acho que a gente tem que olhar para esses diferentes níveis e como a gente tem avançado, né, entre eles. Assim, no nível federal, eu diria que, obviamente, há um avanço inquestionável, né, com a volta do presidente Lula, principalmente no que diz respeito ao combate ao desmatamento, porque esse, na verdade, é o principal fator de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O Brasil tem um perfil de emissão que é muito diferente dos outros países, inclusive países vizinhos, porque o nosso principal fator de emissão é o desmatamento, por um lado, pelo fato, né, desse ser um fenômeno que afeta o nosso bioma, os vários biomas, né, mas entre eles o bioma amazônico, mas também pelo fato de que o Brasil, no passado, tomou decisões que não foram decisões ambientais, foram decisões puramente econômicas que contribuíram para reduzir a pegada ambiental de alguns setores. O setor, por exemplo, de energia elétrica, que é hoje quase 90% de energias renováveis e tradicionalmente muito, a exemplo do Canadá também muito, depende muito, né, da energia hidrelétrica, né? Então, esse é um fator e também no setor automotivo, né, o fato do Brasil, na década de 70, em função da crise do petróleo, ter optado por desenvolver um setor de biocombustíveis, né, que é uma tecnologia climática que já provou que tem um impacto, né, muito importante, né, no que diz respeito à redução de emissões. Então, o Brasil, o governo Lula tem buscado reforçar as agências, né, de combate ao desmatamento e também fortalecer as comunidades locais no que diz respeito à questão do desmatamento, e a gente vê que realmente retrocedeu. Então, essa política do governo federal, ela tem sido muito eficaz. No plano municipal, a gente vê também, né, que há mudanças significativas, mas que a gente, digamos assim, ou muitos municípios acabaram levando isso adiante em função por uma questão negativa, ou seja, estão sentindo na pele, né, as consequências graves da mudança do clima, e um caso, né, que, aliás, faz um ano exatamente, enfim, hoje todo o desastre que o Rio Grande do Sul sofreu, né, e que, enfim, diante do impacto, né, do volume de chuvas ali em Porto Alegre, região, a gente vê que isso mobilizou municipalidades de várias
regiões do país a adotar políticas, sobretudo para reforçar a sua infraestrutura ao aquecimento global. Claro que não é suficiente, há muitos desafios, porque, enfim, os nossos municípios eles têm uma restrição fiscal muito grande, dependem também, é claro, do apoio federal, mas também de ajuda externa, de empréstimos externos. Então, são políticas que estão apontando para o lado correto, mas que carecem de recursos para serem implementadas eficazmente. E daí, por fim, eu me refiro a uma outra dimensão, que é a política internacional, a política regional, já que você mencionou a América Latina, e o Brasil, junto com principalmente os países amazônicos, tem buscado reforçar, né, o cuidado com o bioma amazônico. Está se discutindo, por exemplo, agora a instauração de um painel técnico-científico, né, para o bioma amazônico, para estudar como a mudança do clima está impactando o bioma e quais são as ações que devem ser tomadas para que o bioma possa contribuir de maneira muito positiva para a regulação do clima e também a remoção de carbono, né? A gente está num processo em que a floresta de solução está passando para a vítima, né? Então a gente tem que reverter esse processo e isso é importante que no âmbito regional a gente está trabalhando para implementar políticas, né, nesse sentido e fortalecer com isso também a cooperação regional nessa área. Obrigado. Merci Pedro. Johannes, est-ce que tu veux dire une réponse brève à la question avant qu'on clôture le panel? Oui, en fait, je ne suis pas à 100% sûr, j'ai compris votre question, donc je propose qu'on discute lors de la réception tantôt. Juste pour finir avec une note très brève concernant aussi la question que Madame la vice-rectrice a posée, parce que moi, je pose aussi comme enseignant la question comment est-ce que j'approche la crise climatique dans mes cours. Moi, je suis comme une personne optimiste en général. Concernant la crise climatique, je ne le suis plus. À quel point est-ce que je devrais cacher ça de mes étudiants? Est-ce que ça sert à quoi qu'on passe si de toute façon c'est la fin du monde qui s'approche? J'ai pris une petite retraite de réflexion. J'en parlais à plusieurs collègues à Québec récemment. Ça, c'est encourageant de voir à quel point on reste. Je vois des collègues qui sont encore motivés, qui m'ont rappelé de l'impact qu'on peut avoir en présentant des faits, en espérant que nos étudiants sortent des universités, connaissant les faits, ils savent ce qui se passe, connaissent le problème, ils peuvent le définir, ils peuvent l'expliquer à leur famille, à leurs amis, mais aussi comment des outils pour gérer la crise. Et j'ai eu l'espoir de voir des étudiants qui font des stages sur des think tanks pour équitaires, qui utilisent cette expertise pour changer des choses. Mais aussi, ça, c'est le troisième mécanisme qui est très important, aussi toujours clarifier comment on peut avoir un impact. Pas juste connaître le problème, les solutions, mais aussi comment est-ce que moi, avec cette expertise, je peux avoir un impact. Moi, ce que je commençais à faire davantage, inviter des gens du monde pratique de mon cours. Des gens qui travaillent pour les gouvernements, mais aussi équitaires, d'autres ONG qui peuvent expliquer aux étudiants, oui, le problème est sérieux, mais avec ce que vous savez maintenant, vous pouvez influencer les décisions politiques. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas mesuré, je pense que je ne suis pas capable de mesurer l'impact que ça, mais ça me donne un peu d'espoir de voir qu'il y a des étudiants qui, au moins dans les conversations informales qu'on a après, qui sont motivés, qui ne sortent pas pessimistes. OK, maintenant, on sait que ça fait des montres, mais bon, il faut juste l'accepter. Non, on a maintenant des outils qu'on peut utiliser pour avoir un impact. Ça me donne de l'espoir au Québec, mais aussi au niveau fédéral, même si la situation politique actuellement avec notre voisin, mais aussi au niveau fédéral ou d'autres provinces, peuvent de temps en temps réduire notre motivation à nous engager et à continuer à lutter et à s'assurer que le sujet reste sur l'agenda de tout le monde.
Merci Johannes. Moi aussi, je suis dans le même cas pour mon cours sur l'environnement. Donc, on essaie d'être innovant de différentes façons. C'est aussi une autre génération. Je pense qu'il faut aussi des nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc, on essaie, on fait notre part, on essaie de mettre une pierre à l'édifice. J'aimerais remercier nos 3 panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir pour tout ce qu'ils nous ont appris aujourd'hui. Merci énormément. Merci Pedro aussi d'être à distance. Merci aussi aux personnes qui se sont occupées de la traduction et les services techniques. Je pense que ça va clôturer le panel. On vous invite à discuter plus longuement sur la transition écologique par la suite, mais on va enchaîner directement avec la causerie parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, je vais céder la parole au professeur Loyola. Voilà.